Maintenant qu'on défend plus rien et que c'est vraiment que de la chanson, que de la mélodie, sans aucun fond, sans aucune revendication, maintenant ça dérange plus personne. Tant qu'ils arrivent à diviser les gens, que certains puissent dire ah, mais ça arrive à ces gens-là parce que ce sont des délinquants, et que d'autres peuvent dire oh, ça arrive à ces gens-là parce qu'ils viennent casser sur les champs, ils peuvent toujours s'en sortir. Je voulais faire un film, je l'ai fait, je n'ai pas attendu Canal+, je n'ai pas attendu le CNC, j'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits. Comment ça va, Kéry? Ça va, on se bat comme d'habitude. Hein. Ouais. Le 12 octobre, tu sors ton premier film sur Netflix, Banlieusard. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. T'habites ici depuis longtemps? Depuis toujours. Ici, j'ai toute ma vie. Est-ce que tu pensais faire un film un jour? Je pense que j'ai toujours su que j'étais capable de jouer dans un film. Écrire un film, non, j'y pensais pas vraiment. Le premier qui m'a vraiment mis cette idée dans la tête, c'est Omar Sy. C'était en 2008. J'avais fait l'album à l'ombre du show business, et dans lequel j'avais écrit L'Impasse. Tu veux quitter l'école, Béné, tu pètes les plombs, tu décolles. Et j'avais écrit XY, qui était un morceau dans lequel je racontais un meurtre à l'envers. La victime se jette sur X, le plat qu'on sent, il prend une patate dans la bouche, il y a un verre qui vole. Omar était venu me voir en concert dans le Sud et il m'a dit tu devrais écrire des scénarios. Et c'est resté dans un coin de ma tête, mais je ne m'y suis pas mis tout de suite. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de m'y mettre. Dans le film, tu as choisi de raconter l'univers d'un concours d'éloquence, le monde des avocats. Pourquoi tu as choisi cet univers? Je pense que j'ai choisi cet univers parce que c'est un univers qui me passionne, qui m'intéresse. Je pense que si j'avais pas été artiste, j'aurais peut-être voulu être avocat. Je crois que c'est un truc qui m'aurait, tu vois, qui est assez intéressant pour moi, pour pas que pour que je puisse supporter la vie, quoi. Il n'y a pas beaucoup de métiers que je me vois, que je pourrais supporter dans la vie. Et avocat, c'est un truc qui pourrait, Pourquoi m'intéresser. Parce que, tu défends des causes. 2, il y a un rapport avec les mots qui est très fort. Il y a une question d'éloquence, il y a une question de persuasion. Par exemple, moi je suis quelqu'un avec qui il ne faut pas trop se disputer sans avoir d'arguments, quoi. Parce que quand je rentre dans une discussion, je vais vraiment essayer d'aller au bout. Et des fois, je fatigue mon interlocuteur. Et donc, ouais, je pense que c'est pour ça que c'est un métier qui m'aurait intéressé. Ça me rappelle un souvenir à l'époque de la trilogie de Tandem. Ouais, d'ailleurs, ouais, quand tu jouais en avocat, je faisais déjà un avocat et c'est pas moi qui avait choisi le rôle, quoi. Ils ont pensé que c'était le rôle qui me convenait parce que, à travers ma musique, j'ai été l'avocat d'une partie de la France. En cette rentrée-là, il y a le film de Ladji, Les Misérables, qui a été sélectionné pour représenter la France aux Oscars. Ouais. Il y a le film de Mehdi Dir et Grand Corps Malade, La vie scolaire, qui cartonne au cinéma. Aussi, mais qui cartonne, ils ont dépassé 1 million déjà. Mais... Est-ce qu'il y a quelque chose, d'après toi, qui bouge sur la place des quartiers, de la banlieue, au cinéma, ou pas? En tout cas, si quelque chose bouge, c'est parce que nous faisons bouger les choses. Je ne pense pas que des gens aient décidé, après nous avoir privés de parole pendant 20, 30 ans, je ne pense pas qu'ils aient décidé de nous la donner. Je pense que nous avons pris la parole et qu'on s'impose de fait. Et puis après, il y a aussi des règles qui sont des règles commerciales. Le dernier film de Grand Corps Malade, Patient, a fait un carton. Ils n'allaient pas lui refuser un second film, quoi. Tant que ça fonctionnerait, il pourra en faire d'autres. Donc c'est pas tant le système qui aurait accepté des films de banlieusards, c'est les banlieusards qui, en faisant des films, se sont imposés. Non, je pense pas, parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup galéré pour faire le mien.
quand j'ai écrit mon scénario, je l'ai présenté à un concours qu'ils appellent le concours Sopadin. J'ai concouru dans une catégorie où il y avait 200 scénarios et dans une catégorie où il y avait des scénaristes qui avaient déjà porté des films à l'écran. Et je suis arrivé dans les cinq derniers, j'étais donc en finale. J'ai eu aussi ce qu'ils appellent le prix Bon Marché pour ce scénario. Et ben, malgré ça, j'ai trouvé aucune chaîne de télévision qui acceptait de diffuser Banlieusards. Et le film a failli ne pas se faire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne voulait pas me donner la parole. Ça veut dire parce qu'on sait que ma parole va être une parole qui va être radicale, qui va être tranchée. On sait qu'on ne pourra pas me faire de la subversion et qu'on ne pourra pas me faire dire à des gens qui viennent de la banlieue des choses qu'ils ne disent jamais dans la vraie vie. Tout ça leur fait peur. Donc on aime bien que la banlieue soit racontée par des gens qui ne viennent pas de la banlieue. Il faut toujours qu'il y ait un tampon entre ces gens-là et nous, en réalité. Dans la réédition de ton album, là, il y a un morceau avec Soprano qui s'appelle Challenger. J'ai noté, tu dis « Toujours un RER d'avance, c'est nous la banlieue, on fait la mode et on défait les tendances ». Ouais, c'est vrai. Le rap, c'est nous. Aujourd'hui, le rap est devenu hyper populaire. C'est devenu presque la variété de la variété française. Mais on voit même dans les publicités, les codes hip-hop sont beaucoup repris. Alors c'est toujours un peu édulcoré, mais on influence toute la société française en réalité. Et comment tu vois ça, toi qui es là depuis tant d'années dans le rap? Comment tu vois cette mode-là, aujourd'hui un petit peu street, un petit peu urbaine, un petit peu rap? Comment tu la sens? Comment tu réagis à ça? Ça me... J'en tire pas de gloire, particulière parce que c'est vrai, on prend nos codes, notre façon de s'habiller, notre façon de parler. Il y a des expressions qui ont été lancées dans le rap que tu entends aujourd'hui sur des plateaux de télévision et tout. Mais qu'est-ce qu'on gagne là-dedans en réalité? Est-ce qu'on y gagne vraiment quelque chose? Est-ce que la parole la plus importante qu'on avait les choses les plus importantes qu'on avait à dire, est-ce qu'elles ont été vraiment entendues? J'en suis pas certain. Ouais. On n'a jamais vu autant de rappeurs à la télé. Gims, il fait le Stade de France, Sofiane dans une série de Canal+. Toi, tu fais un film sur Netflix. Ça doit être bizarre pour des gens du milieu, des gens comme toi, qui ont été là à un moment où le rap était très underground, de voir ça, de voir ce qui se passe. Regarde, là, aujourd'hui, on est dans un hôtel, on fait une interview, on est à côté des Champs-Élysées. Ouais, non. Tu reçois ici. Moi, je m'y suis habitué. Ça fait un petit moment que les choses ont commencé quand même à bouger, à évoluer, mais je te repose la même question. À quel prix? Est-ce que le rap qu'ils acceptent, l'image des rappeurs qu'ils acceptent, est-ce que c'est vraiment celle qui était notre musique à l'origine? Tu vois? Il a fallu quand même qu'on fasse beaucoup de concessions, voire de compromissions pour en arriver là. C'est ça qui est regrettable. Bah, du point de vue de la forme, du fond plutôt, il n'y a plus personne ne dit rien dans le rap. Plus personne ne défend, on défend plus rien dans le rap aujourd'hui. Et maintenant qu'on défend plus rien, et que c'est vraiment que de la chanson, que de la mélodie, sans aucun fond, sans aucune revendication, ah oui, on peut faire des films, on peut faire le Stade de France, on peut... Ouais, maintenant ça ne dérange plus personne. Pourtant, là, maintenant qu'on est devenu un outil de la société de consommation comme un autre. Pourtant, là, Les Misérables, tu vois, ça raconte l'histoire d'une bavure policière. Je ne l'ai pas encore vu. Tu l'as pas vu? Je ne l'ai pas encore vu. Mais Dire Grand Corps Malade, c'est l'histoire de la vie dans une REP+, dans une classe. C'est quand même des films qui ont un engagement politique, je pense. Oui, mais si tu prends Ladj, je crois qu'il vient d'un collectif. Il est le dernier de ce collectif qui a pu exploser. Et l'un de ses producteurs s'appelle Toufik Ayadi, et qui est aussi le producteur, un des producteurs
de banlieusards. C'est pas pour rien. Tu vas bientôt avoir 42 ans. Ouais. Quand on connaît ton parcours, ta vie, qui a parfois été brutale, tu le racontais toi-même, tes amis qui ont été assassinés, le nombre de fois où tu as eu toi aussi envie d'arrêter le rap, est-ce que c'est un miracle que tu rappes encore? Bon, j'utiliserai pas le terme miracle pour des questions de conviction religieuse, mais je dirais que je suis pas passé loin, quoi. C'était moins une que j'aille en prison, c'était moins une que je me fasse tuer, c'était moins une que le show business arrive à me fermer la porte complètement. Et à chaque fois, j'ai réussi à revenir par la fenêtre, voilà, c'est toujours été compliqué, et ça le sera toujours. Mais c'est normal quand on a un peu de conviction. Et quand tu regardes ça, quel sentiment t'en tires? Quelle émotion ça te procure? Bah, tant que j'arrive à exister alors qu'ils voudraient ne pas me voir, ça me fait un peu de satisfaction quand même. Est-ce que tu as des regrets quand même ou pas sur ta carrière, toi? Ouais, enfin j'ai des regrets dans ma vie d'homme. Après, la carrière, c'est pas si grave que ça, hein. C'est secondaire. Ce qui est important, c'est ce qu'on a accompli en tant qu'homme. Je voudrais que lorsque je vais mourir, que les gens se retournent et avant de dire que c'était un grand artiste ou qui disent il nous a apporté telle et telle chose, il a fait telle et telle chose de bien, ça me paraît beaucoup plus important que de dire c'était un grand danseur. C'était un grand danseur, oh, qu'est-ce qu'il chantait bien, tu vois. Tous les samedis, il y a des actes de Gilets jaunes, tu as suivi ça, tu en as parlé dans tes musiques. Une fois, j'étais dans un cortège de Gilets jaunes à Paris, et dans les baffles, la musique qui passait, c'était Racaille. Est-ce que ça te surprend que des Gilets jaunes puissent s'approprier ce morceau, Racaille? Non, ça ne me surprend pas, parce que c'est leur hymne. On dit exactement la même chose. On a la même analyse de la société et de la manière dont on est dirigé et qui sont ceux qui nous dirigent. Donc ça me surprend pas qu'ils se l'approprient. Tu t'y attendais à ce que ce type de mouvement puisse reprendre un de tes morceaux comme ça? Ben, Racaille était un peu en avance sur son temps. Et je le disais, le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. Et le peuple a commencé à se réveiller. Racaille, on devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. Racaille, on a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Racaille. Ce mouvement, il a posé beaucoup de questions. L'une d'elles, c'est celle de la violence. Est-ce que la violence peut être légitime ou pas pour faire bouger les choses, pour aboutir à une avancée politique? Qu'est-ce que tu en penses? L'histoire a prouvé que la violence fait bouger les choses. C'est un fait historique. C'est même pas un jugement de valeur. La Révolution française s'est faite dans la violence et dans le sang. Mais j'ai pas l'impression aujourd'hui que les Gilets jaunes aient été violents. La violence, je l'ai vue du côté de la répression policière. Pour toi, la vraie violence, elle est là? Elle est du côté de l'État? En tout cas, dans cette affaire-là, il y a beaucoup de vidéos qui le montrent. Je me suis toujours dit, moi, qu'un policier devrait être exemplaire. Ils ont un devoir d'exemplarité. Ils devraient être les plus patients parmi les citoyens. Et je me suis toujours demandé pourquoi le pouvoir, pourquoi les différents gouvernements successifs n'avaient pas une ferme volonté de régler la question des violences policières. Et le mouvement des Gilets jaunes m'a apporté une réponse claire. C'est parce que le peuple doit avoir peur de la police, et les policiers sont là, non pas pour protéger le peuple, mais pour protéger le système en place. Et c'est pour ça qu'ils doivent maintenir une certaine pression sur le peuple.
Sur Street Press, on a fait un documentaire sur cette question, sur le maintien de l'ordre pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ce qu'on a constaté, c'est notamment que des politiques de maintien de l'ordre ou des unités de la police, avant d'être utilisées en manifestation sur Paris ou en province, avaient d'abord été expérimentées en banlieue. C'est le cas du flashball, qu'on appelle LBD aujourd'hui. Ouais. C'est le cas aussi de la BAC. Ouais. Qu'est-ce que ça dit pour toi? Ben, ça dit que nous, ça fait 20 ans qu'on dénonce les violences policières, sans sombrer dans un anti-police primaire, et que personne ne nous entend, personne ne nous écoute, mais qu'en réalité, nos banlieues ont servi de laboratoire. Et que, je le disais dans plusieurs interviews, je l'ai dit, ce qu'ils nous font à nous aujourd'hui, ils le feront demain à quiconque s'oppose au pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Donc t'as pas été surpris, toi, de cette répression? Quand même, j'ai été surpris, quand même. Parce que quand même, ce sont des Français de souche, blancs, et quand même, ils leur ont fait ça, quoi. Ça m'a quand même surpris. Il y a beaucoup de gens qui, avec ce mouvement, des Blancs notamment, des gens de classe moyenne, qui ont découvert les violences policières, qui ont découvert les pratiques policières. Et j'ai l'impression que ça a rendu plus audible certaines histoires qui s'étaient passées dans les quartiers. C'est le cas par exemple de l'histoire d'Amin Bentounsi que tu racontes dans ton projet. Pourquoi il a fallu attendre ça? Pourquoi il a fallu attendre que ça se passe sur les Champs-Élysées pour qu'on entende ce qui se passait dans les quartiers populaires? Bah, malheureusement, parce que entre une partie de la France qu'ils appellent la France périphérique et les banlieues, il y a un filtre. Ce filtre, c'est les médias ou les politiques. Et avec le mouvement des Gilets jaunes, ce filtre, il est tombé, c'est tout. La véritable révolution ou évolution, comme vous voulez, se fera quand le discours sera audible pour tout le monde. Et que là, il y aura vraiment quelque chose à craindre pour le pouvoir établi. Tant qu'ils arrivent à diviser les gens, que certains puissent dire, ah, mais ça arrive à ces gens-là parce que ce sont des délinquants, et que d'autres peuvent dire, oh, ça arrive à ces gens-là parce qu'ils viennent casser sur les champs, ils peuvent toujours s'en sortir. Tant qu'il y a ce filtre, les médias et les politiques. Mais comment il peut devenir audible alors? Est-ce que tu as une réponse toi ou pas? J'ai pas de réponse. Yeah, bonjour à tous, j'ai une question pour mon ami, mon frérot Kerry James. Tu as commencé la musique pratiquement en même temps que moi dans les débuts des années 90. Tu as toujours prôné pour l'éducation. Tu es passé après par le théâtre et aujourd'hui le cinéma. Alors ma question c'est, après le cinéma, quel est l'axe de ton évolution? Peace. Ouais, c'est une bonne question. En tout cas, artistiquement, je sais pas si on peut aller plus loin. Je vais pas me mettre à peindre. J'ai jamais été doué pour ça. Si, je pense que je vais écrire un roman peut-être et aussi une autobiographie un peu plus tard. J'ai déjà écrit un scénario. J'ai une VA d'un scénario. Je suis aussi sur le scénario de l'histoire d'Amel Bentounsi que je veux porter à l'écran. Voilà, j'ai plein de choses.